Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence qui sera consacrée cette fois-ci à l'étude de la variation des fonctions. Étude que nous allons réaliser au travers de la notion de dérivée. Alors voyons quelques définitions. Une fonction est un procédé qui associe à la valeur d'une variable, x, ou à celle de plusieurs variables, x, y, etc., une et une seule valeur, f de x, ou f de x, y, etc. L'étude de la variation d'une fonction est la caractérisation de la manière dont l'évolution de la ou les variables influence l'évolution de la valeur de la fonction. Une fonction est croissante sur un intervalle si pour tout x1 supérieur à x2, alors f de x1 est supérieur à f de x2. Une fonction est décroissante sur un intervalle si pour tout x1 supérieur à x2, alors f de x1 est plus petit que f de x2. Illustrons cela au travers d'un exemple rapide. Prenons une fonction linéaire, et donc de type f de x égale a fois x plus b. Choisissons deux nombres x1 et x2 tels que x1 est supérieur à x2. Prenons x1 égale 5 et x2 égale moins 2. Cherchons à déterminer la condition nécessaire et suffisante pour que cette fonction, f de x, soit croissante. Pour que f de x soit croissante, il faut que f de x1 soit supérieur à f de x2. Donc on va calculer f de x1 et f de x2. Donc pour f de x1, on a a multiplié par x1 plus b qui est égal à 5 fois a plus b. On se contente de substituer sa valeur à x1. On fait la même chose pour f de x2. Donc on a a fois x2 plus b qui est égal à moins 2 fois a plus b. Maintenant qu'on a les valeurs de f de x1 et de f de x2, on va les intégrer dans notre inégalité. Et donc on va avoir 5a plus b qui est plus grand que moins 2a plus b. On peut alors exprimer l'ensemble supérieur à 0. Donc on va faire passer les moins 2a plus b de l'autre côté du signe. Et donc on obtient 5a plus b plus 2a moins b. Ce qui nous donne, lorsqu'on simplifie, 5a plus 2a, 7a, plus b moins b, 0, donc 7a supérieur à 0. Et on voit bien que pour que 7a soit supérieur à 0, il faut nécessairement que a soit un nombre positif. Voilà notre condition. Pour que la fonction linéaire f de x soit croissante, il faut que a soit positif. Cherchons maintenant à déterminer la condition nécessaire et suffisante pour que cette fonction soit, cette fois-ci, décroissante. Pour que f de x soit décroissante, il faut que f de x1 soit inférieur à f de x2. On va poser l'ensemble. Il faut que 5a plus b soit plus petit que moins 2a plus b. Et donc, si on pratique les mêmes transformations que tout à l'heure, il faut que cette a soit inférieur à 0. Et pour que ce soit le cas, compte tenu du fait que 7 est un nombre positif, il faut nécessairement que a soit un nombre négatif. Donc notre relation sera vraie, notre fonction sera décroissante qu'à partir du moment où a est un nombre négatif. Que peut-on en déduire? Alors pour une fonction linéaire, elle est croissante si et seulement si sa pente, petit a, est positive. Elle sera décroissante si et seulement si sa pente, petit a, est négative. Rappelons que cette pente petit a est égale à la variation de f de x sur la variation de x. Elle indique de combien f de x évolue quand x augmente d'une unité. On a donc a qui est égal à delta f de x, variation de f de x, sur delta x, la variation de x. Mais qu'en est-il pour les fonctions non linéaires? Pour les fonctions non linéaires, nous ne disposons pas d'un paramètre directement interprétable comme la pente de la droite. Néanmoins, on peut chercher une expression du rapport de variation de f de x en fonction de x pour déterminer le sens de variation de la fonction sur un intervalle. Le rapport en question est alors appelé dérivée de f de x par rapport à x, dérivée qu'on écrit généralement f' de x, ou sous une autre forme du type de la fraction df de x, la différentielle de f de x, sur d de x, la différentielle de x. Le ratio se lit alors comme la dérivée de f de x en fonction de x. Notons que, comme pour la pente d'une fonction linéaire, si cette dérivée d'une fonction est positive sur un intervalle,
cette fonction est croissante sur ce même intervalle. Et si cette dérivée d'une fonction est négative, alors cette fonction est négative sur le même intervalle. La dérivée d'une fonction, en un point précis, correspond à la pente de la tangente à la fonction en ce même point. Mais comment déterminer la dérivée d'une fonction quelconque? Travaillons à partir du rapport de variation en considérant une différence x1 et x2 égale à petit h. On a donc f de x qui est égal à df de x sur dx, qui est égal à f de x plus h moins f de x, le tout divisé par h. Et si l'on pose que h est très petit, de manière à saisir la moindre petite variation, on a f' de x qui est égal à la limite quand h tend vers 0 du ratio f de x plus h moins f de x divisé par h. Alors pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, prenons pour exemple la fonction non linéaire la plus simple, disons f de x égale x carré. f' de x est égal à la limite quand h tend vers 0 du ratio entre parenthèses x plus h au carré moins x carré sur h. Développons la parenthèse. f' de x devient la limite quand h tend vers 0 du ratio x carré plus 2x h plus h au carré moins x carré. Le tout, bien sûr, divisé par h. Alors, l'expression peut se simplifier. On peut commencer par supprimer les x carrés, puisqu'on a une fois plus x carré et une fois moins x carré. Et ça nous donne f' de x qui est égal à la limite quand h tend vers 0 du ratio 2xh plus h carré, le tout divisé par h. Alors on peut développer, donc faire la division par h, et on obtient la limite quand h tend vers 0 de 2x plus h, compte tenu du fait que h est très petit, puisqu'il tend vers 0, on peut se contenter ici de 2x et dire que la dérivée de x carré est simplement 2x. Cette technique pour trouver la dérivée peut être généralisée à n'importe quelle forme de fonction. Néanmoins, contentons-nous pour le moment de l'appliquer à un monome quelconque, qui aurait pour forme f de x qui est égal à a fois x à la puissance n. Vous voyez qu'on est ici proche de notre x carré, puisque x carré ce serait la même chose, mais avec a qui est égal à 1 et n qui est égal à 2. Ici, f' de x est égal à la limite quand h tend vers 0 du ratio a fois entre parenthèses x plus h à la puissance n moins a fois x à la puissance n, le tout divisé par h. Alors comme tout à l'heure, on va procéder par étapes et notre première étape, ça va être de développer x plus h à la puissance n. Donc on a une identité remarquable et on va développer cette identité remarquable qui est un petit peu particulière puisque d'habitude vous traitez un carré et ici vous allez traiter une puissance n. On a donc f' de x qui est égal à la limite quand h tend vers 0 du ratio a fois entre parenthèses le développement de notre identité remarquable, donc x puissance n plus n fois x puissance n moins 1 fois h à la puissance 1 plus 1 demi de x fois x moins 1 fois x puissance n moins 2 fois h à la puissance 2, auquel on additionne le même terme avec un incrément de 1 jusqu'à obtenir une puissance de x qui sera n moins n, puis alors on ajoute h à la puissance n, ce qui clôt notre parenthèse, et on ajoute à ça moins a fois x puissance n, le tout étant divisé par h. On peut alors multiplier l'ensemble de la parenthèse par a, ce qui nous donne la ligne suivante. f' de x est égal à la limite quand h tend vers 0 du ratio a fois x puissance n plus a fois n fois x puissance n moins 1 fois h à la puissance 1 plus 1 demi fois a que multiplie x fois entre parenthèses x moins 1 fois x à la puissance n moins 2 fois h à la puissance 2 plus etc. Jusque plus ah à la puissance n moins a x puissance n, le tout divisé par h. Le développement étant terminé, on peut commencer les simplifications. Donc on a d'un côté plus ax à la puissance n et de l'autre côté
moins ax à la puissance n. Donc on peut supprimer ces deux termes. Puis on va faire la division par h, qui va nous permettre de simplifier encore une fois les choses. Mais avant, pour avoir un résultat plus simple, factorisons notre numérateur par h, dans la mesure où tous les termes sont multipliés par h, ce qui nous donne, après simplification, que f' de x est égal à la limite quand h tend vers 0, de a fois n multiplié par x à la puissance n-1, auquel on ajoute toute une série d'éléments qui sont facteurs de h. Donc, comme h tend vers 0, ces éléments également tendent vers 0 et donc peuvent être ignorés, ce qui nous permet de conclure que la dérivée d'un monome quelconque de type ax puissance n est égale à a fois n fois x à la puissance n-1. Sur le même modèle, on peut calculer les dérivées des fonctions usuelles. On a alors pour f de x égale 1 sur x, une dérivée f' de x qui est égale à moins 1 sur x carré. Pour f de x égale 1 sur x puissance n, on va avoir moins n fois x à la puissance moins n moins 1. Pour racine de x, on va avoir 1 sur 2 racine de x. Pour ln de x, on va avoir 1 sur x. Pour l'exponentielle de x, on va avoir l'exponentielle de x. Notons également que la dérivée d'une constante est 0, ce qui est logique. Le taux de variation de quelque chose qui ne varie pas, ça ne peut être que 0. Mais comment établir la dérivée d'une opération sur des fonctions ? Considérons l'opération la plus simple, l'addition. Prenons une première fonction u de x qui est égale à x carré et une seconde fonction v de x qui est égale à 3x. Cherchons la dérivée de u de x plus v de x, soit la dérivée de 2x carré plus 3x. Donc on va reprendre notre ratio à la limite. Donc on va avoir f' de x qui va être égal à la limite quand h tend vers 0 du ratio de entre crochets x plus h au carré plus 3 fois entre parenthèses x plus h, le tout moins entre parenthèses x carré plus 3x. L'ensemble est alors divisé par h. Développons le numérateur, donc on obtient x carré plus 2xh plus h carré plus 3x plus 3h moins x carré moins 3x. Le tout bien sûr toujours divisé par h. Simplifions l'expression, donc on a les x carrés qui disparaissent puisqu'on a x carré moins x carré. On a également les 3x qui disparaissent puisqu'on a également plus 3x moins 3x. Il nous reste donc 2xh plus h carré plus 3h, le tout divisé par h. Donc on va faire la division par h, ce qui nous donne 2x plus h plus 3. Dans la mesure où h est très petit, on peut l'ignorer, et donc la dérivée ici de la somme de nos deux fonctions est 2x plus 3. On remarque que ce 2x plus 3 est tout simplement la somme de la dérivée de u de x et de v de x, puisque u de x, rappelons-le, est égal à x carré, donc sa dérivée c'est 2x, et v de x est égal à 3x, et donc sa dérivée c'est 3. On a la propriété suivante, la dérivée d'une somme de fonctions est tout simplement la somme des dérivées des fonctions qui la composent. Le même type de raisonnement peut être utilisé pour d'autres opérations sur les fonctions, et on a pour f de x égale k fois u de x, la dérivée suivante, k fois u' de x, et pour la multiplication de fonctions u de x fois v de x, on a u' de x fois v de x plus v' de x fois u de x. Pour le ratio 1 sur u de x, on a une dérivée qui est moins u' de x sur u de x carré. Pour le ratio u de x sur v de x, on a la dérivée suivante, le ratio u' de x fois v de x moins v' de x fois u de x, le tout divisé par v de x carré. Pour le logarithme de u de x, la dérivée est u' de x sur u de x, et pour l'exponentielle de u de x, la dérivée est u' de x fois l'exponentielle de u de x. Rendons tout cela plus concret au travers d'un exemple. Considérons qu'un individu quelconque tire de la consommation d'un bien A une satisfaction définie par la fonction d'utilité suivante. F de x égale ln de x carré. Il a déjà consommé
4 unités du bien A et envisage d'en consommer une 5e. De combien son utilité devrait-elle augmenter du fait de cette consommation d'une unité supplémentaire? Pour le savoir, il suffit de calculer la différence entre l'utilité procurée par la consommation de 5 unités et l'utilité procurée par la consommation de 4 unités. Et donc on va faire f de 4 et f de 5. On va calculer f de 5 et on va lui soustraire f de 4. f de 4, ça va nous donner ln de 4 au carré, soit ln de 16, qui est égal à l'arrondi près à 2,7726. f de 5 est égal à ln de 5 au carré, donc ln de 25, soit 3,2189, toujours à l'arrondi près. Alors si on soustrait les deux, on a 3,2189 moins 2,7726, ce qui nous donne 0,44. 63. Et donc, l'utilité supplémentaire obtenue par l'individu du fait de la consommation de la 5e unité par rapport à la 4e est de 0,4463. Établissons maintenant la dérivée de la fonction d'utilité. On va donc chercher à dériver ln de x carré. Alors x carré c'est une fonction et donc on est face à la situation où on a le logarithme d'une fonction u de x. La formule pour la dérivée d'une telle fonction est disponible dans le tableau que nous venons de présenter et c'est u' de x sur u de x. Alors u' de x c'est assez facile à calculer, on l'a déjà calculé plusieurs fois puisque u de x c'est égal à x carré. Donc u' de x c'est 2x. Et donc on va voir comme dérivée de ln de x carré 2x sur x carré. Maintenant que nous avons une expression générale pour la dérivée de notre fonction utilité, voyons ce qu'il en est de sa valeur pour 4 unités consommées. Pour ce faire, on va remplacer x par 4 et donc on aura 2 fois 4, 8 que divise 4 au carré, 16, ce qui nous donne 0,5. Notez que la valeur obtenue est proche de l'utilité procurée par une unité supplémentaire, sans être exactement équivalente. En fait, la dérivée, je le rappelle, est la pente de la tangente à la courbe, donc à la fonction d'utilité ici, en un point donné, et non la pente de la courbe. Elle mesure en quelque sorte l'évolution instantanée de la fonction en un point donné. Afin de rendre tout ça plus concret, traçons la fonction d'utilité de l'individu sur l'intervalle allant d'une consommation de 1 bien à 10 biens et complétons le graphe en lui ajoutant la tangente à la courbe d'utilité en 4. Pour ce faire, commençons par établir les coordonnées du point de tangence. Pour ce qui est de l'abscisse, ce sera 4 et l'ordonnée, ce sera ln de 4 au carré et ln de 4 au carré, on l'a déjà calculé, ça nous donnait 2,7726. Pour tracer une droite, il nous faut un deuxième point et on va donc calculer un deuxième point pour notre tangente. Pour cela, retenons x égale 5 et on connaît déjà la pente de la tangente puisque c'est la dérivée et on sait que si on augmente donc d'une unité l'abscisse, on va avoir l'ordonnée qui va augmenter de notre dérivée donc de 0,5. Donc notre deuxième point, pour caractériser la tangente, ça va être 5 en abscisse et 3,2726, 2,7726 plus 0,5, 3,2726 en ordonnée. Alors maintenant qu'on a ces deux points, on peut établir notre tangente. Il s'agit de la droite qui passe par ces deux points. Une autre façon de procéder, de calculer l'équation de la tangente, on connaît déjà la pente, donc on va essayer de fixer l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est simplement le qui est sur la droite et qui a pour abscisse 0. Donc pour passer de notre tangente en abscisse 4, on va tout simplement faire reculer l'ordonnée du point de tangence de 4 fois 0,5. Et donc on aura pour notre ordonnée à l'origine 2,7726 moins 0,5 fois 4, qui va nous donner comme ordonnée à l'origine 0,7726. Notre tangente en 4 aura ainsi pour équation y égale 0,7726 plus 0,5 fois x. Tout cela nous donne le graphe suivant où on a la fonction d'utilité qui est représentée en noir et sa tangente en 4 représentée en rouge. On voit que la fonction est croissante et que sa tangente est de même croissante. On peut voir également que par rapport à 5, la tangente est légèrement au-dessus de la dite courbe.
Ce qui explique la différence entre la dérivée et l'augmentation que connaît la fonction d'utilité pour la consommation d'une unité supplémentaire. La situation sera la même quel que soit le point que l'on prend de la courbe d'utilité. À chaque fois, la pente de la tangente marquera un très léger décalage avec ce qu'on appelle l'utilité marginale, c'est-à-dire l'utilité procurée par une unité supplémentaire. Aussi, la dérivée de la fonction d'utilité est souvent utilisée pour approximer cette utilité marginale. Observons en traçant la courbe de la dérivée de la fonction d'utilité comment cette utilité marginale évolue avec la quantité de biens consommés. Que constatons-nous? D'une part que cette dérivée est toujours positive sur notre intervalle, mais qu'elle est décroissante. Qu'est-ce que cela signifie en termes d'interprétation économique? Cela signifie tout simplement que l'on est toujours plus satisfait par la consommation d'une unité supplémentaire, puisque la dérivée est positive, l'utilité marginale est positive, mais comme cette dérivée est décroissante, on peut également en conclure qu'à mesure que l'on consomme plus, l'utilité supplémentaire que nous procure la consommation est moins importante. On dit que l'utilité est marginalement décroissante. Pour illustrer le phénomène, calculons l'utilité tirée de la consommation d'unités supplémentaires, et donc de passer d'une consommation de 5 à une consommation de 6. Et calculons en même temps la valeur de la dérivée de la fonction d'utilité en 5. Alors pour ce qui est de l'utilité supplémentaire, on va tout simplement faire f de 6 moins f de 5, donc ln de 6 au carré moins ln de 5 au carré. Donc ln de 36 moins ln de 25, ce qui nous donne 0,3646. Pour la dérivée, on a 2x divisé par x carré. Donc ici x égale 5, donc on va avoir 2 fois 5, 10, divisé par 5 au carré, donc par 25, ce qui nous donne 0,4. Encore une fois, on est proche de l'utilité marginale sans être exactement sur le même chiffre. On constate que cette utilité tirée de la consommation d'unités supplémentaires, donc de passer de 5 à 6, est moins importante que celle qu'on a obtenue en passant de 4 à 5. De même, la dérivée de la fonction d'utilité en 5 est plus petite que la dérivée de la fonction d'utilité en 4. Mais qu'en est-il des dérivées des fonctions à plusieurs variables? Ces dérivées de fonctions à plusieurs variables se conçoivent vis-à-vis d'une seule variable à la fois, les autres étant considérées comme constantes. On parle alors de dérivée partielle de la fonction par rapport à une de ces variables. On a ainsi pour la fonction f de x, y, z, une fonction à trois variables, trois dérivées partielles. La dérivée partielle de f de x, y, z par rapport à x, que l'on note df de x, y, z sur dx, la dérivée partielle de f de x, y, z par rapport à y, que l'on note d de f x, y, z sur d de y, et la dérivée partielle de f de x, y, z par rapport à z, que l'on note d de f x, y, z sur d de z. Examinons ça de manière plus concrète au travers d'un exemple. Considérons une entreprise qui, pour réaliser sa production, combine deux facteurs, le capital et le travail. La quantité qu'elle est en mesure de produire, petit y, est fonction de la quantité de facteurs impliqués dans cette production et se définit comme suit. Y égale F de KL, où K est la quantité d'unités de capital utilisées et L est la quantité d'unités de travail utilisées. La forme prise par la fonction, qui est ici une fonction de production, dépend de la technologie utilisée par l'entreprise. Celle-ci se définit comme la manière dont elle combine les facteurs de production pour générer une quantité d'output donné, petit y. Retenons ici celle proposée par Cobb et Douglas en 1928. Et donc on a F de KL qui est égal à 1,01 multiplié par K à la puissance 0,25 multiplié par L à la puissance 0,75. Considérant que le capital est fixe à court terme, déterminez la quantité de production supplémentaire que l'on obtient si la quantité de travail augmente d'une unité, qu'on appelle la productivité marginale du travail. Alors pour approcher cette quantité, en général, nous allons utiliser la dérivée partielle de la fonction de production en fonction du facteur travail, et en fait on va calculer d de f KL sur d de L. Et donc on va
calculer cette dérivée en considérant k comme une constante. Et donc on a ici la dérivée d'un monome qui, je le rappelle, est égale à a que multiplie n fois x à la puissance n-1. Cela nous donne 0,75 que multiplie 1,01 fois k à la puissance 0,25 multiplié par L à la puissance 0,75 moins 1. Ce qui nous donne, pour notre dérivée partielle, 0,75 que multiplie k à la puissance 0,25 que multiplie L moins 0,25. Considérons que la quantité de travail actuellement employée est de 100. Tandis que celle de travail est de 90. De combien augmenterait approximativement la production si la quantité de travail augmentait d'une unité? Utilisons notre dérivée pour l'estimer. Donc on a 0,75 multiplié par 100 à la puissance 0,25 que multiplie 90 à la puissance moins 0,25. Ce qui nous donne 0,77 Donc si on passe de 90 unités de travail à 91, on augmente la production de 0,77 à 167 unités. Encore une fois, approximativement. Examinons graphiquement comment la quantité d'unités produites augmente avec la quantité de travail utilisée par l'entreprise. Donc on va reprendre notre fonction de production et on va faire varier uniquement le facteur L en gardant le facteur K égal à 100. Donc, on va réaliser l'étude pour une quantité de travail investi allant de 1 à 100 et on a la courbe suivante. Cette courbe, elle est croissante et on la voit légèrement bomber. Alors pour étudier cette forme de courbe, cette évolution finalement de la pente des tangentes à la courbe sur l'intervalle, on peut tracer la courbe de la dérivée, donc de la productivité marginale du travail, toujours en considérant que le capital est fixe à 100. On a alors la courbe suivante qui est décroissante et incurvée assez fortement, ce qui indique que la manière dont le travail permet de créer des unités supplémentaires est de moins en moins efficace à mesure qu'on rajoute du travail dans notre technologie de production. On dit que notre facteur travail a une productivité marginalement décroissante. Voilà qui conclut cette session sur les dérivés. Je vous renvoie aux exercices d'application pour poursuivre votre apprentissage.